Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Pour commencer, alors dans cette vidéo, je vais essayer de trouver un titre, parce que je vais parler de plusieurs choses qui sont toujours en lien avec ce qu'on a déjà abordé, mais aussi suivre un petit peu l'évolution de l'actualité. D'abord, je vais vous donner des nouvelles de mon premier week-end de reprise de mon travail dans le cinéma. Eh bien, je peux vous garantir que... qu'est-ce qu'on s'est fait chier. En fait, il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'en 2 jours, c'est bien simple, on n'a même pas fait 100 entrées. La raison, elle est simple, c'est qu'il n'y a pas eu de communication sur la réouverture de ce cinéma. Je rappelle, aux États-Unis, tous les cinémas n'étaient pas fermés, suivant les États. Vous avez le groupe AMC qui a réouvert ce cinéma depuis le mois fin août de l'année dernière, mais qui s'est retrouvé quand même dans la merde, puisque a eu besoin de 230 millions de dollars pour pouvoir survivre à l'année 2021. Contrairement à la société Cineworld qui possède le groupe Regal, qui est le 2e groupe d'exploitation aux États-Unis, qui lui a décidé d'ouvrir les portes de certains de ses cinémas à partir de fin août. Mais finalement, alors selon les États, il y a des États où les cinémas sont restés fermés. Par exemple, ici en Caroline du Nord, au mois d'octobre, moi j'ai pas pu travailler parce que les cinémas sont restés fermés. Et finalement décidé, début octobre je crois, de refermer tous les cinémas aux États-Unis. Et donc là, ils ont décidé de réouvrir les cinémas depuis, je crois, début mai, progressivement. Sauf que comme il n'y a pas de communication, bah évidemment les gens qui vont au cinéma continuent à aller dans les cinémas qu'ils ont trouvés qui étaient encore ouverts et ont abandonné les autres. Donc comme il n'y a pas eu de communication sur le fait que les cinémas Regal réouvraient ce week-end, bah en fait il n'y a personne. Et en plus de ça, je m'attendais à ce que nous soyons évidemment avec comme d'ailleurs c'est le cas en France, c'est-à-dire avec une moitié d'exploitation, de capacité à exploiter, avec des normes, des règles sanitaires, une organisation, voire même des documents pour faire un suivi des nettoyages, puisqu'on avait subi une formation Covid-19 dans le cadre professionnel qui nous indiquait qu'il fallait nettoyer un certain nombre de choses toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, etc. Et donc quand je suis arrivé, j'ai vu le responsable et j'ai dit, bon alors l'organisation c'est... Bon, il n'y en a pas. Donc on nettoie. J'ai dit, ouais, tu peux nettoyer, on nettoie ce qu'on peut, voilà, on fait... En gros, on fait semblant, quoi. Et voilà, et apparemment le week-end prochain, il semblerait qu'on revienne finalement à une activité normale. Donc on est dans une situation où, très sincèrement, je pense que ça m'a donné vraiment l'impression qu'en fait on a redonné la réouverture à l'arrache. C'est-à-dire qu'on n'a rien prévu, on n'a rien organisé, donc évidemment au niveau de la restauration, on a une pénurie de produits, il nous manque plein de produits, etc. Parce que évidemment on n'a pas eu le temps de les commander, vu qu'il y a quand même une petite pénurie sur certains nombre de produits, donc il y a des produits qu'on n'aura pas tout de suite, etc. Enfin c'est un bordel pas possible. Non seulement c'est un bordel pas possible, mais en plus de ça, sur l'ensemble des employés qu'on avait avant, il y en a à peu près 40% qui ne reviendront pas parce qu'ils ont trouvé un autre boulot, mieux payé. Donc voilà, c'est un redémarrage, je dirais, vraiment en douceur. Alors on va voir ce que ça donne la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine on aura, je pense, quelques films un peu plus récents, puisque là on jouait quand même des films, il n'y avait pas grand-chose de très attirant. Mais sincèrement, économiquement, on sent bien qu'il y a un gros souci de viabilité, que c'est pas sûr que le modèle économique subsistera en l'état. Moi, pour l'instant, ça me permet de retrouver un petit peu une activité professionnelle, si tant est que de toute façon, moi, je suis pas très optimiste sur le devenir de cette activité. Et donc là, je vais essayer d'essayer en fait finalement de trouver un petit peu autre chose à côté. On verra bien ce qu'il en retourne. Mais voilà, c'est un petit peu à l'image d'ailleurs de ce qu'on rencontre souvent aux États-Unis, c'est qu'on croit qu'on va tomber dans des endroits où pourtant chez les Américains tout est organisé, il y a plein d'organigrammes, il y a des procédures, etc. Sauf que malheureusement dans certains métiers on sent bien qu'ils n'ont pas le temps,
ou alors ils n'ont pas envie, et puis finalement t'es formé à la rage, quoi. Même là, j'ai vu, il y a deux nouveaux qui sont arrivés, ils sont même pas formés. Ils sont même pas formés. Si, on les forme à faire un truc, une procédure, celle que tout le monde n'a pas envie de faire, comme c'est souvent le cas. Et voilà, je veux dire, ça devient un petit peu... oui, c'est un grand n'importe quoi, en fait. Enfin, advienne que pourra, on verra bien. Autre info également, je ne sais pas si vous fréquentez souvent les réseaux sociaux, mais il va falloir s'attendre à ce que on soit confronté à de plus en plus de trolls, à de plus en plus de gens qui vont essayer, si l'on a le malheur de laisser un commentaire avec un argument ou une question de fond, alors là tout de suite vous allez être victime d'un bashing finalement sur votre propos. Juste pour vous donner un exemple, récemment, c'était un article qui était une attaque, on va dire, très assumée sur Marion Maréchal Le Pen, sur un extrait d'une interview, où dans cette interview, elle disait que oui, les risques de guerre civile aujourd'hui, on ne peut pas les ignorer, etc., et que même s'il y a une guerre civile, on gagnera. Évidemment, la personne a tout de suite réagi sur le « on ». Ça veut dire quoi, on, entre guillemets? Qui, on? C'est vrai que c'est souvent un usage qui est assez courant dans la langue française. C'est-à-dire qu'au lieu de désigner ou de caractériser très spécifiquement des gens, au lieu de les nommer, de nommer les catégories, etc., on dit on dit, qui dit on. C'est une formule de style qui a une façon de généraliser, de globaliser, mais dans le sens où, en général, dans la conversation, vu que la conversation est posée, je veux dire, les thématiques sont posées, les principes sont posés, etc., quand on utilise le « on », on comprend. Je veux dire, sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à essayer de vous titiller sur « oui, mais on, c'est qui on ?» On, c'est l'ensemble des gens dans la conversation, c'est l'ensemble des gens qui partagent les mêmes idées, c'est l'ensemble des gens qui sont dans le même état d'esprit, c'est l'ensemble des gens, toute couche sociale, toute catégorie, toute ethnie, toute religion, qui partagent le même point de vue, qui vont dans le même sens. C'est ça le « on », finalement. Sauf qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui n'aiment pas cet usage du « on », parce que ça laisse sous-entendre que le « on » accepte l'idée que ceux qui partagent l'idée, ceux qui partagent le propos, ceux dont on parle, ceux qui ont la même idée, peuvent en effet être un éventail de gens. Sauf que quand on utilise ce « on », plus particulièrement là sur le cas de Maréchal Le Pen, ou Marion Maréchal, pardon, ça dérange de savoir, mais oui, mais on, c'est qui? On, c'est les fachos, c'est les gens d'extrême droite, c'est ça, c'est les bouseux, c'est les populeux, c'est les populaires, c'est le populiste, c'est le souverainiste. Et j'avais répondu à cette personne, je dis, mais je lui avais laissé l'expression, alors, en effet, dans mon esprit, j'étais sur ce « on », et je lui dis, le choix des armes de chacun des personnes qui sont dans le « on jugeront. J'ai commis la petite faute, en effet, de mettre un singulier avec un pluriel. Mais, je veux dire, dans le fond, ma pensée était claire. Eh bien, y en a un qui me dit, oui, vous pouvez développer. Alors je lui dis, vu que c'était quand même quelqu'un qui critiquait Marion Maréchal sur le fait qu'elle avait un niveau de QI, c'est-à-dire que limite, le « on » de Marion Maréchal, c'est le niveau de QI bas. Et je lui dis, ben, il semblerait que comme vous jugez Marion Maréchal et les « on » d'un QI inférieur du vôtre, c'est dommage que vous ne compreniez pas ce dont je veux parler, ou de ce dont je laisse sous-entendre par les choix des armes en jugeront. Ou le choix des armes en jugeront dans cette erreur grammaticale de forme.
Et je pense sincèrement qu'ils ont très bien compris, parce qu'il y en a un autre qui est arrivé, puis une autre qui est arrivée dessus, etc. Ils ont très bien compris ce dont je voulais dire, de ce dont je voulais parler. Mais ils ont essayé, en fait, de faire un bashing sur mon erreur grammaticale. Et évidemment, à un moment donné, je leur dis, voilà, en gros, ceux que vous jugez comme n'étant pas dans la maîtrise de la langue, ou comme étant des erreurs grammaticales ou d'orthographe, n'ont pas le droit de citer. En gros, vous êtes en train d'essayer de démonter mon propos sur la forme pour inciter les gens qui suivent le tweet, enfin le suivi de conversation, de leur faire oublier ou de décrédibiliser complètement le fond de mon propos. Et ça les a énervés. Ils sont partis dans un truc, mais je vous dis pas. Ils ont commencé évidemment à faire un manque de respect. Alors ils n'ont pas été insultants, mais commencé à me donner le nom de Choupinet, par exemple. En quoi vous vous autorisez de me appeler Choupinet? Donc déjà, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une position de supériorité intellectuelle. Et puis à un moment donné, il y en a un qui sort une expression, oui, courir, etc. Il met un gif avec une femme qui marche avec des talons aiguilles. Et il y en a un qui reconnaît la marque des talons aiguilles. Et là, je lui fais la remarque, je dis, ah, c'est sûr que quand on est amateur, au point de reconnaître la marque d'une marque de chaussures, c'est la démonstration d'un aspect quand même matérialiste, plutôt que de fond, sur un certain nombre de sujets. Donc ça veut dire qu'on juge en façade, on juge l'apparence, et pas le contenu. Ah là, pareil, là, ils sont partis dans leur propre délire, et à un moment donné, je leur ai dit, mais vous rendez-vous compte que vous êtes en train de finalement de prendre ce schéma classique, de cataloguer les gens, de les mettre dans des cases, et d'accentuer dans la conversation ce point de vue pour convaincre le lecteur que vous avez raison et que vous avez ciblé l'individu et que vous avez réussi à le cerner finalement. Alors que, en règle générale, et ça malheureusement sur les réseaux sociaux ça arrive très souvent, c'est qu'il y a des gens qui réagissent ou qui surréagissent à un commentaire et qui ne lisent pas le reste du commentaire, ou même le tweet. C'est-à-dire que des fois il y a des gens qui réagissent très rapidement sur un tweet, mais qui ne lisent pas la suite pour se rendre compte que soit le tweet a été complètement démonté ou décrédibilisé parce que des gens ont apporté des liens, ont apporté du factuel, ont apporté des arguments comme quoi ce qui était prétendu était soit faux ou approximatif ou détourné, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des fois sur certains tweets, on se retrouve avec des gens qui répètent 10 fois la même chose. Tout comme voir l'évolution un petit peu des conversations, où il y a des fois des gens qui même apportent de l'eau dans le vin du propos original du tweet. C'est à peu près la même chose d'ailleurs sur Facebook, hein, sur tous les réseaux sociaux, d'une manière générale. Et sauf que là, il y a un moment donné où je me suis dit, bon, je ne vais pas perdre mon temps avec ces gens-là, ça ne sert à rien. Je suis resté courtois, sans être vulgaire, sans insulter, etc. Et eux aussi, ils sont restés sans être vulgaires, mais hautains, très au-dessus de la masse. Nous permettons de juger, vous voyez. Donc là, on sent bien le petit bourgeois, je dirais même le petit étudiant bourgeois de gauche, limite bobo, qui considère que le populeux, s'il ne maîtrise pas la langue, s'il ne maîtrise pas le vocabulaire, s'il ne maîtrise pas la grammaire, si il n'apporte pas, je dirais, l'étendue de sa connaissance, de sa culture, s'il n'en a pas, n'a pas le droit de citer, n'a pas le droit de donner son avis, n'a pas le droit de donner des informations, n'a pas le droit de commenter. Et en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, j'ai même utilisé des paraboles, j'ai utilisé même des... comment on appelle ça, je ne me souviens plus du nom, voilà, le nom m'échappe, ça y est, c'est parti. Des allégories, voilà. J'ai utilisé parfois des allégories, et je me suis rendu compte en réalité que, alors, soit il le faisait exprès ou j'en sais rien, mais il n'avait pas compris. C'est-à-dire qu'il me demandait d'expliquer
il me disait, oui, mais c'est quoi ce tweet, c'est quoi cette réponse, c'est hors sujet, explique-toi, etc. Il n'y a rien à expliquer, je veux dire, c'est clair comme de l'eau aux roches. Je veux dire, dans cette allégorie-là, il y a tout est dit, mais ils ne comprenaient pas. Donc là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai affaire en fait à des jeunes de 20 ans qui croient tout savoir, ils ont peut-être vu que j'étais déjà plus âgé qu'eux, etc. Donc ils avaient voulu certainement en découdre avec un vieux crouton, comme peut-être ils le considèrent. Donc à un moment donné, ça, si vous voulez, ça tourne en rond. Donc au bout d'un moment, comme j'avais autre chose à foutre, j'ai pas surenchéri, mais le fait est, c'est que c'est quelque chose que j'ai pu observer dans les réseaux sociaux en ce moment, c'est que ça commence à monter de plus en plus. Et ce qui est assez dangereux, je dirais, c'est de me rendre compte que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux au niveau francophone, je suis en train de revoir ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux anglophones aux États-Unis pendant la campagne présidentielle l'année dernière. C'est-à-dire du bashing, c'est-à-dire du fact-checking, c'est-à-dire des gens ou des trolls qui vont systématiquement attaquer tous les gens qui vont à un moment donné vont tweeter, donner, ou argumenter ou donner un factuel qui dérange, qui pose une bonne question, qui met le doigt là où ça fait mal, et qui vont systématiquement essayer de casser la personne par tous les procédés qu'on veut, par l'agressivité, par la vulgarité, par des détournements de fonds, des dérives. Enfin, en plus de ça, surtout sur Twitter, où c'est compliqué, parce que vous êtes toujours limité par 480 caractères, donc c'est toujours compliqué. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu illisible, parce que quand vous voulez vraiment développer un sujet, en fait, vous ne pouvez pas développer un sujet, parce que vous êtes obligé de faire plusieurs tweets, en chapitrant les tweets pour bien donner l'ordre de votre pensée. Mais comme on est en face de gens qui ne lisent pas, ou qui lisent que la moitié des trucs, et qui ne réagissent que sur un élément au lieu de lire le reste, donc on tourne en rond, ça devient des conversations qui n'ont ni queue ni tête, quoi. C'est de toute façon dans les réseaux sociaux. Je pense que sincèrement les réseaux sociaux sont très bien pour échanger des informations, mais pour ce qui concerne de débattre, surtout quand n'importe qui peut s'incrémenter dans les conversations et au bout d'un moment vous vous retrouvez avec 200 personnes qui viennent donner leur avis, c'est ingérable. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à faire un live. Peut-être que j'en ferai avec certains d'entre vous, parce que pour l'instant, cette chaîne, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, on est 131 abonnés pour l'instant. Donc encore faire un live, même s'il n'y a qu'un tiers ou un quart des abonnés qui participent au live, je veux dire, la conversation, le débat, l'échange peut être intéressant. Mais quand je vois, par exemple, sur Twitch, des gens qui font des lives, et vous avez le menu, le chat, là, qui défile, comment tu veux avoir une conversation avec ta communauté, quand de toute façon, le temps que tu répondes à une question, il y a déjà des gens qui ont posé 100 questions. Donc c'est impossible. Tu peux pas. C'est en deçà du fait que de toute façon, tu remarques bien sur Twitch qu'en fait, les gens font ça pour le fric. C'est-à-dire que, voilà, pour les dons, les placements produits, etc. Là, je parle par exemple de cinéma, sur Twitch, moi je suis, par exemple, peut-être que vous connaissez, il y a Merej, il y a Dirty Tommy et The Stalker, je ne sais plus son nom, enfin en fait c'était les deux cousins qui faisaient leur cinéma, etc. Donc je les suivais depuis pas mal de temps, etc. Autant Merej, il reste intéressant, autant Dirty Tommy, quand il fait des Twitch maintenant, c'est des Twitch un peu de facilité, c'est-à-dire qu'il choisit des thématiques, voilà, il invite des gens, etc. Et pendant ce temps-là, la cagnotte, elle tombe. Sauf que, en fait, on est en face de gens qui donnent tout simplement leur opinion personnelle sur des films, etc. Donc, alors ça peut être intéressant si on est cinéphile, et si vous pouvez participer. Or, malheureusement, vous ne pouvez pas participer, puisqu'en fait, ils sont tous les quatre. Et des fois, de temps en temps, sur Twitch, en effet, ils prennent des commentaires intéressants, des commentaires pertinents de la part de leur communauté, mais il y a des moments où c'est un peu frustrant, puisque en fait, vous restez que spectateur, finalement. Même si vous posez des questions, et puis quand vous voyez qu'en fait, ils ne répondent pas à vos questions, ils ne réagissent pas à vos questions, en fait, vous êtes que spectateur. Donc,
c'est du business de toute façon. Hein. Soyons clairs, tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui, ça devient du business. Alors, en dehors de ceux comme vous et moi, où ma chaîne n'est pas... il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc là c'est vraiment de l'échange. Je ne sais pas si je serais aussi loquace et aussi productif si j'avais 1 million d'abonnés. Gérer 1 million d'abonnés, surtout sur des thématiques aussi compliquées, aussi complexes, aussi... parfois tabou sur certains sujets, moi j'ai pas envie de me retrouver inondé d'insultes parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis ou qui pensent que je fais la promotion d'idées, etc. Alors que c'est pas le cas. Je dis simplement c'est que des fois il faut savoir réfléchir aux choses et se dire que ce que l'on considère comme peut-être mauvais n'est pas totalement mauvais. Peut-être qu'il y a des concepts assez intéressants, mais que vu que historiquement on fait de la généralisation et que dans la généralisation, il faut forcément que ça soit bien ou mal, noir ou blanc. Donc voilà, je veux dire, on n'a rien à retirer de tout ce qui est déjà catalogué, décidé comme étant mauvais, comme étant le mal. Forcément, il ne peut pas y avoir de bien, il ne peut pas y avoir de bonnes choses dans le côté du mal. Donc, et d'ailleurs, je pense que l'élection présidentielle qui arrive en France va être encore une fois de plus l'exemple qu'il va falloir jouer soit pour le parti du bien ou le parti du mal. Sachant que le parti du bien, évidemment, tout le monde va vouloir avoir sa part du gâteau. Hein, et le parti du mal, il n'y a pas besoin de le nommer, on le connaît tous. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être cette chance de vous avoir, vous, sur cette chaîne, qui savait quand même relativiser, qui savait débattre, qui savait expliquer les choses de façon cohérente, de façon courtoise et polie. Et peut-être c'est pas plus mal. Après, s'il y a des gens qui arrivent pour foutre le bordel, de toute façon, ils sont très facilement identifiables, en règle générale. Quand ils laissent un commentaire, ils sont parfois agressifs, hautains, ils sont parfois très abus de leur personne, et on a nécessairement besoin de nuire à la compréhension des sujets. Donc c'est là, de toute façon, ils dégagent. Ils dégageront, je veux dire, c'est ma chaîne. Hein, j'ai envie de dire, si aujourd'hui vous avez Twitter, Facebook, etc., qui font de la censure et qui suppriment ce qu'ils veulent parce que c'est des sociétés privées et que finalement c'est leur droit de supprimer ce qu'ils veulent, moi c'est ma chaîne. Donc s'il y a des gens que j'ai envie de dire qui sont là juste pour nous casser les couilles et faire chier, de toute façon ils dégageront, puis c'est tout, point barre. Puis même ils pourront même me dénoncer à YouTube ou dénoncer mes vidéos. De toute façon, l'algorithme de YouTube ne fonctionne qu'uniquement sur les chaînes monétisées. C'est-à-dire que les chaînes qui ne sont pas monétisées, en règle générale, ils n'en ont rien à foutre. Hein, surtout, en plus, l'algorithme va vérifier le nombre d'abonnés. S'il voit qu'il n'y a pas 10 000 abonnés, la plainte, de toute façon, elle passera à la poubelle. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, une petite réaction sur ce qui est en train de se produire. Donc attendons-nous peut-être qu'un jour des trolls ou des rageux viennent sur cette chaîne pour foutre le bordel. Nous, tout simplement, pas nous laisser faire et puis de savoir les affronter et de savoir avoir de la répartie et surtout d'avoir le courage de ne rien lâcher. Et d'ailleurs, il y a même un commentaire qui avait été fait sur un tweet concernant la députée insoumise Bono, qui était, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être que vous avez vu où elle est dans une émission de télé de I24. I24. Ok ? Et évidemment, elle explique son argumentaire, son bignou par rapport à son parti, etc. Sauf que le problème, c'est que la façon dont son éloquence, au bout d'un moment, tu as envie de stop, arrête, remets tout dans l'ordre, là, et vas-y, parle distinctement. Mais le problème, c'est qu'elle parlait avec des oui, mais voilà, je voudrais que nous pensons que il est impératif que trouver une issue pour... Vous savez, au bout d'un moment, c'est agaçant. Au bout d'un moment, t'as envie de dire à la personne, arrête, stop, je sais pas, écris ton texte, mais sois plus éloquent, voilà, plus convaincu. Là, elle n'était pas du tout convaincante, je veux dire, c'était...
Et il n'en fallait pas moins pour que ces détracteurs en profitent de cette faiblesse. Et il y a un des intervenants qui a dit, de toute façon, vous, le parti des Insoumis, vous êtes des antisémites. Et bien Bono, au lieu de... Voilà, d'avoir de la punchline, au lieu de répondre, d'avoir le courage de se battre pour ses idées, etc. Et ben non, elle s'est barrée. Je suis désolé, mais quand tu te barres, c'est un peu comme Geoffrin avec Messia, qui s'est barré parce que Messia commence à dire que Libération, c'est un journal de collabos, etc. Donc le mec, il se barre. En règle générale, quand tu te barres, c'est que soit t'as pas envie de rentrer dans un débat parce que tu sais que tu vas peut-être pas avoir les outils pour être crédible et réussir à être en contradiction avec celui qui t'attaque, ouais, c'est de la fuite. C'est de la fuite en avant. C'est voilà, on se met dans une position, moi je suis du côté du bien, je suis pas là pour me faire agresser, donc je m'en vais. Je quitte le plateau. Alors, ça dépend des thématiques, hein. De toute façon, je pense que dans toute l'histoire de la télévision et des médias, les gens qui ont quitté des plateaux, celui qui est le plus honorable et le plus justifié, c'est la fameuse au revoir ou adieu messieurs les censeurs, je ne sais plus de qui, mais c'est très très loin, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Mais d'une manière générale, les gens qui quittent le plateau parce que tout d'un coup ils se sentent agressés ou parce que... Ben non, justement, si t'es quelqu'un de conviction, si t'es quelqu'un de courageux, si t'es quelqu'un de combattant, tu restes et tu réponds. Je veux dire, voilà, t'as de la répartie, je veux dire. Là, au Bono, elle s'est barrée. Et ben, il y a un moment donné, je donne mon commentaire sur la question, je dis, déjà, problème d'élocution, c'est-à-dire que les ça donne un signe de faiblesse. Dans un débat, attention, quand tu commences à dire des choses et que tu ne peux pas t'empêcher de faire des oui mais vous comprenez, là, dans un débat, surtout à la télévision, dans un débat, en règle générale, il va toujours y avoir quelqu'un qui va dire, ah, ça y est, là, elle est en situation de faiblesse, donc là, il faut puncher, il faut attaquer. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Il faudrait qu'elle apprenne un petit peu plus à être sûre d'elle, sur sa façon d'expliquer les choses. Et à un moment donné, je dis, et en plus de ça, quitter le plateau, quand on se fait traiter d'antisémite, c'est pas très judicieux, politiquement. Ça, je sais pas, ça dénonce un petit peu un manque de courage. C'est-à-dire que voilà, on joue les offusqués, on joue l'émotionnel, hein, encore, on est toujours dans ce problème d'essayer de jouer avec l'émotionnel des gens, au lieu d'avoir de la vindicte, au lieu de montrer de la combativité. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Ah non, mais j'ai attaqué, j'ai pas attaqué, j'ai fait un constat. J'attaque pas Bono en particulier, je fais simplement un constat que là-dessus, bah, elle n'a pas été bonne. C'est pas un constat de... Je juge pas la personne. Là, je juge l'intervention d'une politicienne, qui plus est députée, d'un parti qui s'appelle la France Insoumise. Pour moi, prestation pas bonne. Point. Mais ça n'a rien à voir avec la personne. Ou le fait qu'elle soit noire. J'en ai rien à foutre qu'elle soit noire. Elle peut être blanche, asiatique. C'est la prestation, moi, que je juge. Et ben non, il y en a qui ont trouvé le moyen. Oui, c'est parce qu'elle est black. Ouais, de toute façon, là, on sent bien votre comment il disait déjà, votre sentiment raciste et d'extrême droite et facho. Donc j'ai répondu, j'ai dit, parce que pour vous, le fait de juger une prestation d'une personne, parce qu'elle est noire, je suis facho. Vous voyez, donc c'est ça auquel on va être de plus en plus confronté. Donc, moi j'ai envie de dire, les gens qui défendent les idées souverainistes, etc., je leur souhaite bon courage, parce qu'ils vont se faire lyncher de tous les côtés sur les réseaux sociaux. Là, c'est bien parti pour. Hein, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui que il n'y a plus de honte, en fait. Il n'y a plus de honte. Plus de honte à plus respecter aucune règle. C'est ouais, c'est ça, il n'y a plus de règles. C'est tout est permis. Autre info également, alors vous l'avez peut-être vu, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite quand même à la voir pour juger.
sur pièce de vous-même, nous avons eu ce week-end, enfin, la vidéo de McFly et Carlito avec le président de la République, et le fameux jeu des anecdotes. Bah écoutez, là je vais vous parler de la forme. Sur la forme, le travail est nickel. Le travail est nickel. La mise en scène, la lumière, les cadrages, le rythme, etc. Là, super bon boulot. Là, je trouve que la vidéo est parfaite. Elle marche très très bien. Je veux dire, elle va marcher très très bien, puisque de toute façon, je pense que là, ils ont déjà atteint plus de 11 ou 12 millions de vues. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Je trouve que là, le concept même, c'est très bien approprié à l'intention. Je dis bien l'intention de cette vidéo. Maintenant, sur le fond, oui, je pense que McFly et Carlito vont certainement peut-être prendre des foudres du fait d'avoir accepté de rentrer dans ce jeu qui, soyons clairs, de toute façon, sert l'intérêt de Macron en matière d'image, en matière de com. En effet, il y a beaucoup d'ailleurs de youtubeurs qui, comme moi, parlent d'actualité, etc. Pas mal d'entre eux le reconnaissent que sur cette intention de faire de la com, sur cette intention d'essayer de rendre le personnage sympathique, avec deux youtubeurs qui sont parmi même peut-être d'ailleurs, je crois, actuellement parmi le top 5 des youtubeurs français francophones, le boulot, il est fait. Je veux dire, la tactique fonctionne très très bien. La relation qu'il a avec ces deux youtubeurs, tout fonctionne très très bien. Tout fonctionne très très bien. Alors, après voilà, en effet, ne soyons pas dupes. Quand on regarde cette vidéo, on sait ce qu'on regarde. On sait qu'on est devant l'usage de la communauté de ces youtubeurs à un intérêt de communication, à un intérêt d'image. En deçà, évidemment, du jeu lui-même, des interventions, des interactions entre les trois acteurs de cette vidéo. Et je trouve, oui, le boulot, il est bien fait. Même si, encore une fois, on est bien d'accord, c'est de la com. C'est utiliser des youtubeurs réputés, connus, pour essayer de séduire finalement un électorat jeune. Puisque ces youtubeurs touchent essentiellement une tranche adolescent, mais qui va aussi jusqu'à des 25, voire 30 ans, puisque ces deux youtubeurs aujourd'hui ont plus de 30 ans. Donc oui, le boulot il est fait. Alors, en plus avec toute la médiatisation qu'il y a eu depuis le début, puisque je rappelle à l'origine, c'est Emmanuel Macron qui avait contacté les deux youtubeurs pour leur demander de faire un clip qui fasse, ou une vidéo qui fasse plus de 10 millions de vues, et qu'en échange, s'ils atteignaient 10 millions de vues, ils avaient le droit de tourner à l'Élysée. Le challenge avait été relevé. Déjà à l'époque, on avait dit oui, y a une manipulation, il y a une récupération, etc. Alors, même si les deux youtubeurs, que ce soit McFly et Carlito, dont d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'un des deux, c'est Sébastien, je me souviens, Carlier, c'est le fils de Guy Carlier, j'ai envie de dire que ils ont quand même essayé de dire oui, mais attention, si on accepte de faire ça, etc., c'est pour le fun, mais qu'on est conscient que derrière, il y a un aspect aussi d'essayer de jouer de l'image, de jouer de la communauté qu'ils ont, etc. Donc ils l'ont dit très ouvertement, mais ils ont accepté le deal. Ils ont accepté de jouer le jeu. Maintenant, à savoir, est-ce que les gens vont dire ouais, mais voilà, McFly et Carlito, finalement, sont des macronistes, donc ils ont joué le jeu de Macron, etc. Oui et non, on va dire. Même si, encore une fois de plus, McFly et Carlito, ce sont deux youtubeurs qui se sont toujours affirmés comme ne faisant pas de politique. Ils ne sont pas là pour faire du militantisme politique, etc., même si de temps en temps,
ils expriment des petites idées, des petites réflexions, des petites punchlines, mais ils ne sont pas là pour faire de la politique. Ce sont des amuseurs. Or, on sait toujours que les politiques en matière de communication, surtout depuis ces 20 ou 30 dernières années, ont toujours su à un moment donné s'adapter et s'approprier des outils de communication et des outils surtout de divertissement. Aujourd'hui, nous avons Emmanuel Macron qui fait un jeu avec McFly et Carlito sur Internet. McFly et Carlito, 2 youtubeurs français très célèbres, très connus. Est-ce que c'est si différent de ce qu'on a pu voir à l'époque des personnalités politiques qui allaient dans l'émission de Patrick Sébastien? Ou de voir des personnalités politiques aller dans des émissions de divertissement, voire parfois même être invités dans des émissions de débat, voire de chansonniers. Eh bien c'est pareil. C'est utiliser des outils de communication, des outils de divertissement, pour essayer de se donner un quota, on va dire, un patrimoine, un bénéfice sympathique, en utilisant les outils de divertissement qui existent. Aujourd'hui, c'est évidemment les youtubeurs, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Et puis demain, ça sera autre chose. Donc, d'un côté, quand on voit aujourd'hui les commentaires, toujours sur les réseaux sociaux, ou quand on entend parfois les gens critiquer cette vidéo, j'ai envie de dire d'un côté, en effet, ils ont raison. Ils ont raison d'alerter les gens, attention, cette vidéo, même si elle est divertissante, elle n'en reste pas moins une vidéo qui me donne un petit côté sympathique à Emmanuel Macron. Et que finalement, ça fait partie du jeu. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont excessivement critiques, voire même frénésie, hystérie, sur la façon de juger cette vidéo-là. Alors que, dans cette vidéo, encore une fois, comme je l'ai dit, dans la forme, le boulot est très bien fait. Il n'y a pas une propagande, il n'y a pas de message politique particulier, etc. Non, on a juste un président, voilà, qui participe à un jeu avec 2 youtubeurs, etc. Même si, on le sait bien que le jeu n'est que le prétexte au divertissement et que les arrangements des fameux gages, comme ils disent, étaient déjà organisés à l'avance. C'est-à-dire qu'il était évident que pour l'image du président, il ne devait ni perdre ni gagner. Donc finalement, je vous spoil, il y a ex-aequo. Et que finalement, s'il y a ex-aequo, les deux vont devoir appliquer leur gage. Mais évidemment, encore une fois de plus, tout ça c'est organisé. Je veux dire, avec un président de la République, que ce soit même dans les milieux politiques, dans les sphères politiques, dans les sphères de décision, etc., on ne laisse pas les choses au hasard comme ça. On organise les choses, on les écrit, on les scénarise dès le départ. Donc le fait de dire que si jamais Emmanuel Macron gagne, il enverrait les 2 youtubeurs sur des avions de la patrouille de France pour le 14 juillet, et que si Carlito et McFly gagnaient, le président de la République devait obligatoirement mettre un portrait des 2 youtubeurs lors d'une allocution, alors soit celle du 14 juillet ou n'importe quelle autre allocution, etc., c'est évident que ça, c'est arrangé. C'est-à-dire que c'était déjà organisé, c'est déjà calé à l'avance. Donc, arrivé à un certain niveau, on ne laisse pas des choses au hasard, on ne laisse pas la spontanéité. Voilà, même si, pendant le déroulé, les 2 youtubeurs sont en effet libres dans leur comportement, dans leur attitude, etc. Il n'y a pas d'impératif. Je pense ça fait partie certainement du deal, qu'ils puissent être beaucoup plus libres d'exprimer ce qu'ils ont envie, à partir du moment où on reste évidemment respectueux et qu'on ne fait pas, encore une fois de plus, de politique, on ne fait pas d'idéologie dans cette vidéo. Donc là-dessus, à partir du moment où le postulat est bien posé, à partir du moment où vous comprenez bien la base même de la structure de cette vidéo, le boulot il est fait, cette vidéo passe très très bien. Mais encore une fois, le fait de dire que la vidéo est une bonne vidéo, ça ne veut pas dire qu'on est tout de suite, ça y est, on a changé, on a retourné sa veste, qu'on va voter Emmanuel Macron en 2022. C'est simplement, moi personnellement,
même sur des choses que je n'aime pas, même sur des choses dont c'est pas ma came, comme on dit, je sais objectivement reconnaître quand c'est bien fait, quand c'est mal fait. Bon, c'est peut-être ma déformation de cinéphile, où à un moment donné, à force de voir tellement de films, de telles origines différentes, de genres différents, etc., je sais à un moment donné, même quand un film est médiocre, lui reconnaître certaines qualités, sans dire que c'est un chef-d'œuvre. Et par contre, quand je dis que c'est une merde, oui, c'est une merde, parce qu'il n'y a rien à tirer. Voilà. Mais c'est ça, c'est d'avoir le sens critique, mais le sens critique honnête. Sauf que ça, malheureusement, avoir de la critique honnête aujourd'hui, ça c'est pareil. On essaie de l'oblitérer. Parce que avoir le sens critique honnête, ça veut dire savoir dire c'est pas bien, mais il y a quand même quelques trucs intéressants à exploiter, à réfléchir, mais dans l'ensemble, c'est pas terrible. Non, aujourd'hui, il faut dire soit c'est bien, ou c'est pas bien. C'est super, c'est à chier. C'est génial, c'est de la merde. Mais l'entre-deux, il se réduit de plus en plus. Et finalement, j'ai envie de dire que ce qui est en train de se passer en France, comme en Europe en manière générale, avec les nouvelles générations, elles sont finalement endoctrinées à la culture américaine. Les Américains ont beaucoup de mal, à un moment donné, à voir le juste milieu des choses. Eux, ils sont dans les excès. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de voir en Europe? Eh bien, la culture des excès. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de deux poids, il n'y a plus de demi-mesure. On pousse les gens à aller dans les excès. Et ça rejoint le début de la vidéo avec ce que je vous disais sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est exactement ce que l'on voit, c'est exactement ce que l'on ressent. C'est la culture de l'excès. Il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a plus de bon sens. Parce que le bon sens, c'est savoir admettre la demi-mesure, c'est savoir admettre les choses en équilibre, en balance. Et bien ça, non. C'est en train de disparaître. Et donc, si les gens comme vous et moi, à un moment donné, on sait prendre du recul sur les choses et qu'on dit « mais attendez, moi j'ai une question là, pourquoi ?» Là, tout d'un coup, on touche à des tabous. Alors qu'en réalité, on ne pose que des questions. Des questions qui, évidemment, ont un intérêt de relativiser les choses, de dire « attendez, c'est pas aussi mauvais que ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant à développer, à retravailler, etc. » Non, vous ne devez pas penser ça. Vous devez accepter l'idée générale de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et voilà ce que nous apprend cette vidéo aujourd'hui, c'est que finalement, il y aura une majorité de gens qui vont juger cette vidéo en mal ou en bien, mais qui vont pas du tout avoir une approche équilibrée, logique, en disant ouais, la vidéo elle est super, mais ça ne veut pas dire que ça changera mon opinion sur Emmanuel Macron. Parce que je sais que c'est une vidéo de com. Parce que je sais que c'est une vidéo pour essayer de redonner de l'image positive à un mec qui, de toute façon, il est détesté de partout. Hein, voilà. Les choses sont claires. Voilà pour cette vidéo. J'avais d'autres choses que je voulais parler, mais après ça risque de faire encore une vidéo trop longue. Donc je me réserve pour le reste. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que puis-je vous souhaiter si ce n'est de bien vous porter et profiter de l'évolution de ces recours, recouvrez vos libertés. 9 juin, la prochaine étape. Bon courage.